4 de ce séminaire, qui est dans l'édition du Seuil de la page 55 à la page 69, en date du 8 décembre 1954 à l'hôpital Sainte-Anne. Voilà. Et donc le thème, le fil rouge de ce séminaire, c'est toujours, encore et toujours, l'idée de ce que Lacan dit, nous sommes à la recherche d'une subjectivité. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'une définition de ce qui serait un contour du moi et du je, surtout du moi. Voilà, c'est cette recherche-là qui est le fil rouge de ce livre continuellement, dans tous les chapitres. Mais là, le titre du chapitre est assez curieux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle « Une définition matérialiste du phénomène de conscience ». Donc c'est un titre étrange, et le déroulement du chapitre en lui-même est extrêmement difficile. Honnêtement, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont lu, il est vraiment d'une difficulté extrême. Il y a un ésotérisme intellectuel inouï, lacanien, quoi. Et il faut s'accrocher aux branches quand même. Donc je vous ai fait quelque chose d'un peu compact. Je ne peux pas, parce que c'est un chapitre qui est opulent. Opulent et extrêmement difficile, chaque ligne est compliquée. Donc je l'ai un peu digéré. J'en ai fait quelque chose, une mouture personnelle, qui est toujours contestable, bien entendu. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, on ne peut pas lire Lacan ligne à ligne. Il nous faudrait des années qu'on n'a pas devant nous. Donc, et qu'on a eu derrière nous peut-être, mais on ne les a plus. Donc il faut être modeste et puis essayer de ne pas trahir, comme je l'ai dit souvent, de ne pas trahir le texte lacanien. C'est pas parce que c'est horriblement compliqué qu'il faut le rendre horriblement simple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça le dénaturerait complètement. Il y a des bouquins qui expliquent Lacan, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a qui sont bien faits. Il y en a un il y a un psychanalyste qui s'appelle Joël Dor, qui a fait un bouquin sur Lacan qui est très bien, honnêtement. Pour moi, c'est le meilleur. Bon, après, c'est subjectif. Il est assez cher quand même, je pense, ce bouquin-là. Il y en a par contre, il y en a un autre qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Monsieur Fage, qui est lamentable. Parce que là, c'est une espèce de simplification à outrance, et ça dénature totalement le texte. Bon, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on a un extrême, et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais le Joël Dor, honnêtement, il est assez complexe, le Joël Dor, parce qu'il reste quand même assez près du texte, Joël Dor. Donc, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Joël Dor, je pense pas. Donc il avait fait un bouquin c'est très bien fait, c'est très sérieux, quoi. Voilà, c'était un type sérieux, Joël Dor. Il a fait quelque chose de sérieux, de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font lancer dans le Lacan, à faire des explications de Lacan pour les nuls, etc. Et puis voilà, parce que c'était un peu vendeur, mais souvent ça ne vaut pas bien cher. Il y a aussi Elisabeth Roudinesco qui a écrit un bouquin sur Lacan. Elisabeth Roudinesco, elle a beaucoup écrit sur la psychanalyse, bien sûr, mais elle a écrit un bouquin sur Lacan qui est aussi très contesté, mais moi que je trouve pas mal. Si on veut connaître un peu l'histoire de Lacan et un peu arriver à attraper ses concepts sans s'arracher les cheveux, eh bien, Elisabeth Roudinesco, elle a un certain talent pour ça, quoi, bien qu'elle soit un peu décriée par les lacaniens, notamment par les lacaniens purs et durs, parce qu'il y en a, ça existe, et dont je ne fais pas partie. Donc voilà, alors, ce chapitre, donc, il est très difficile parce qu'il dit il nous faut réaliser une subjectivité. Réaliser une subjectivité, c'est pas évident, à trouver les contours du moi. Parce qu'il dit, dans le moi, il y a une sorte de préjugés, comme dans tout savoir. Comme dans tout savoir. Et il dit, nous croyons plus savoir que nous savons. Nous croyons savoir plus que nous savons véritablement. Bien sûr, c'est ce qu'il dit. Alors, il invite, si vous voulez, les protagonistes de ce séminaire à réfléchir un peu, à s'éloigner des sentiers battus, à ne pas avoir une pensée conventionnaliste, s'ils peuvent, à avoir une certaine audace intellectuelle. Lacan invite tout le temps à ça. C'est ce qu'il faisait lui-même, tout le temps.
Et donc, il y a une phrase de lui qui se trouve au début de ce chapitre, qui est assez complexe. Je vais vous la lire et puis je vais en plus vous en donner le sens que moi j'en retire. D'accord? Donc cette phrase c'est celle-ci. De ce fait, quand une perspective nouvelle vous est apportée d'une façon décentrée par rapport à votre expérience, un mouvement s'opère toujours par quoi vous essayez de retrouver l'équilibre, le centre habituel de votre point de vue. Cela s'appelle la résistance. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire par là, c'est que on peut avoir une pensée très conventionnelle, très attendue, sans surprise, qui ne va pas nous surprendre nous-mêmes, mais aussi on peut avoir une pensée qui va se décentrer, se décaler par rapport à la pensée ordinaire. Mais notre tendance, dit Lacan, c'est ça qui est important, notre tendance, c'est toujours de revenir à la pensée standard. Et il appelle ça il dit, c'est ça la résistance. La résistance en psychanalyse, ce à quoi résiste le sujet dans la parole, eh bien, entre autres, c'est cela, si vous voulez. Dès qu'il tend, avec une certaine vertu, à aller vers quelque chose d'un peu compliqué, à se décentrer hors de sa pensée conventionnelle, à distance de sa pensée conventionnelle, sa tendance sera toujours de revenir vers la pensée conventionnelle. Et Lacan dit, c'est ça la résistance. La résistance. Hein? Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant, parce que chez Lacan, ça a beau être compliqué, on a des explications qui sont quand même lumineuses sur des phénomènes comme la résistance. Parce que je vous assure que la résistance, c'est un complexe très complexe en matière de psychanalyse, et que beaucoup de gens ont écrit des trucs là-dessus qui sont totalement illisibles. Et Lacan a quand même cette vertu que d'arriver à nous donner quand même quelques phrases où les choses sont, presque illuminées, quoi, éclairées, hein, et abordables. Donc c'est facile de comprendre ça quand même. Hein. Si vous voulez, il y a un moi. Alors le moi, on pourrait dire que c'est le savoir un peu établi, quoi, le savoir un peu bourgeois, bourgeoisé, hein. Et puis il y a un jeu. Alors le jeu, il est plus incertain, parce que qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Où est-ce qu'on habite notre jeu? Et où est-ce que notre jeu habite? On ne le sait pas trop, ça. Hein. Donc, alors, quand on part, je n'ai pas de Velleda, je ne peux pas vous dessiner, j'ai oublié de Velleda, je ne suis pas un acte manqué, je ne peux pas vous dessiner, donc le moi est là, le jeu serait là. Donc, quand vous vous décentrez de votre jeu vers de votre moi, pardon, vers votre jeu, eh ben c'est intéressant, parce que vous allez vers quelque chose qui est plus proche de votre propre vérité. Mais en même temps, ça vous déstabilise, ça vous inquiète, et ça vous amène à revenir au moi. Hein. Ce mouvement-là, c'est un peu comme un stabilo. Vous savez, les stabilos, vous vous rappelez de ça, ces petits objets comme des osselets qui oscillaient comme ça, comme des pendules, un petit peu quand on les tapait. Et puis, vous avez un Velleda? C'est génial ça, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc voilà, donc un jeu. Notre jeu, il est instable, il est incertain. Hein. Où est-ce qu'il est? Je n'en sais rien. Hein. On va parler du stade miroir un peu tout à l'heure. On verra que le jeu, ben voilà, c'est bourré d'inquiétude. Le jeu, il est nimbé d'une certaine façon de la phrase de Freud. Il est nimbé d'une certaine inquiétante étrangeté dont parlait Freud, hein, le jeu. Et donc, quand on se décentre, eh bien, on va du moi vers le jeu. Quand on se décentre. Là, on est conventionnel, là, on est bourgeois, au sens intellectuel du terme, je veux dire. Hein. Conventionnel, bourgeois, embourgeoisement, intellectuel, pourquoi pas, c'est reposant. Hein. On n'est pas tout le temps dans les hautes sphères de la pensée, de la conscience, mais heureusement. Ce serait terrifiant. Hein. Il y a des gens qui prétendent être tout le temps dans le fameux. Je ne sais pas dans quel état de santé ils finiront. Donc, le moi est ici. Donc, alors, ce mouvement-là, la résistance, c'est ça. La résistance, c'est ça. Voilà. C'est ça, la résistance. C'est ça qu'il dit dans cette phrase, d'accord. Hein. C'est ça, la résistance. Évidemment, il y a d'autres façons d'aborder la notion de résistance, le concept de résistance. Mais ça, je trouve que c'est extrêmement éclairant. Parce que c'est simple, c'est lumineux, c'est court, c'est du Lacan, quoi. Hein. Voilà, et donc, on peut comprendre qu'en psychanalyse, eh bien, il y ait des gens qui soient en difficulté pour évoquer, avouer, comme disait Freud, faire l'aveu de leur difficulté inconsciente, etc., de leur pulsion, de ce qui leur arrive de plus ou moins conscient. Eh bien, c'est une résistance quand ils ont des difficultés là, ou quand ils sont silencieux. Il y a des gens en psychanalyse
qui sur le divan, eh bien, pendant 1 heure de séance ou 3/4 d'heure, ne disent rien. Et quand on leur dit parler, ben, ils disent je n'ai rien à dire, j'ai rien à vous dire. Eh bien, c'est qu'ils sont pris par la résistance. Hein, c'est-à-dire qu'ils se réfugient là. Et ils ne tiennent pas trop à aller de ce côté-là. Alors on essaye de les encourager à aller vers le jeu. Hein, bien sûr, on ne leur dit pas ça comme ça, mais on les encourage, on leur dit allez-y, dites, ne soyez pas gênés, même si les choses vous paraissent incongrues, bizarres, grossières, tout ce que vous voulez, eh bien parlez, dites. Hein. Vous savez, Freud, il s'en est pris plein la gueule hein, dans ses psychanalyses. Hein. Il s'est fait insulter moult de fois, traité de salaud, de tas de merde. Et mais ça lui faisait pas bouger un cil, hein, à Freud, parce que c'était comme ça qu'il comprenait les choses. Mais il y a eu Lomora, notamment Lomora, qui était un psychanalysant bien connu de Freud, hein, eh bien, il avait des côtés extrêmement grossiers, insultants, etc. Mais Freud restait impassible. Et dans le fond, c'était du matériel, sans doute plus du jeu, justement, que du moi, quand il était comme ça, dans cette espèce de déballage insultant vis-à-vis de Freud. Et Freud n'a jamais repris un de ses psychanalysants en lui disant mais monsieur, il faut être poli ou je ne sais pas quoi. Hein. J'avais vu un psychiatre dans le Nord, je me rappelle de ça quand j'étais interne à l'hôpital, et il y avait une schizophrène qui était à l'entrée, toujours, je me rappelle, elle était toujours à l'entrée. Et puis elle était mutique, c'était comme ça, elle était mutique, voilà. Il ne s'agissait pas de la secouer pour la faire parler. Et je me rappelle d'un psychiatre qui était à l'époque au-dessus de moi, qui était médecin assistant, et qui lui avait dit Madame, on peut être psychotique, mais néanmoins poli. Ce qui était complètement débile, parce qu'elle ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Hein, on peut être schizophrène, mais néanmoins poli. Alors voilà, je lui avais dit ça m'est resté en souvenir, parce que ça m'avait fait rigoler en même temps. Et donc voilà. Donc après, il parle d'un sujet qu'il a eu en analyse, Lacan, justement, hein, et il parle d'un sujet qui a fait un rêve. Je ne sais pas s'il était en analyse avec Lacan, enfin peu importe. C'est un sujet qui était en psychanalyse de toute façon, et qui s'est relaté par Lacan en tout cas, et qui rêve de la mer. Il est sur la mer, et puis il rêve qu'il est allongé sur un divan, etc. Plein de choses comme ça. Alors, Lacan se demande, mais après tout, est-ce qu'on peut prendre ça au sens de la mer sur les rivages de nos côtes, ou est-ce qu'on peut prendre ça à la mer, celle qui enfante, etc. Ou est-ce que c'est pas ça dont il s'agit? Est-ce que c'est carrément autre chose? Est-ce qu'il faut se décentrer là aussi pour penser que c'est pas la mer du tout, ni la mer avec les vagues, ni la mer qui engendre? Est-ce que c'est pas vraiment autre chose? Et donc, il posait par rapport à il se décentrait Lacan justement. Hein, il s'éloignait du moi, de son moi à lui, pour aller proposer à ce psychanalysant, à cette personne allongée, eh bien des thèmes de préoccupation et de réflexion, en lui disant mais est-ce que vous n'avez pas une crainte de paternité imaginaire, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas une crainte de paternité imaginaire? Est-ce que vous-même vous pensez que vous êtes un enfant légitime? Vous voyez? Voilà, ça c'est décentré, ça. Ce sont des questions un peu complexes, un peu difficiles à poser, mais pourquoi pas, hein? Est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes un enfant illégitime? Est-ce que vous pensez que vous êtes reconnu, que vos parents vous ont vraiment reconnu comme étant leur enfant vraiment, hein? Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des exemples de... et puis il a dit mais dans le fond, ce dont vous parlez, c'est peut-être de vous, dont vous parlez, c'est peut-être de vous-même, dont vous parlez dans cette histoire de paternité là, hein? Et peut-être que vous ne l'assumez pas, tout ça, hein? Et peut-être que, alors oui, peut-être que vous vous posez aussi la question de votre nom, lui dit-il, de votre nom, vous portez le nom de quelqu'un. Peut-être que ça vous pose un problème de porter ce nom-là, un tel, vous portez le nom d'un tel. Eh bien, monsieur un tel, monsieur, madame un tel, peut-être que ça vous pose un problème. Oui, on peut se décentrer de mille et une façons quand on parle avec quelqu'un en thérapie. Hein. Là, ça me fait penser à une chose, c'est que en thérapie, il est quand même nécessaire d'avoir une technique. Hein. On ne peut pas faire. La thérapie, ce n'est pas un simple bavardage. Je ne dis pas qu'on ne peut pas discuter avec son patient. Bien sûr que si, on peut discuter. Mais c'est quand même pas une discussion autour d'une tasse de thé, quoi, a priori. Hein. Il faut avoir une technique. Hein. J'allais dire minimaliste. Non, une technique, il faut avoir une technique. Il faut savoir où l'on va, ce que l'on fait. Et la technique, ça passe aussi par l'analyse des résistances. Savoir ce que c'est. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une résistance, si on ne sait pas ce que ça veut dire quand un sujet ne parle pas, quand il est mutique, en face de vous ou sur un divan, peu importe qu'il soit allongé ou assis,
eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Ah, mais il s'ennuie profondément avec moi, donc on ne va pas continuer. » Vous voyez, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Hein, c'est qu'il ne parle pas précisément parce qu'il est peut-être sur le seuil d'un discours qui le mettrait peut-être en difficulté, parce que ça pourrait être des choses très intimes, voire très crues, comme Freud en entendait beaucoup, hein, quand il parlait de sexualité, quand j'entendais des choses sur la sexualité. Et donc, ça ne vient pas, le moi résiste à produire cela, et du coup, la personne ne parle pas. Donc, vous voyez qu'un silence, ça peut s'interpréter de mille et une façons. Et donc, Lacan, il incite pas seulement les gens qui sont en thérapie, il incite tous les gens, toute personne normalement cortiquée, comme on dit, eh bien, à se décentrer régulièrement, hein, à s'éloigner un petit peu de leur pensée conventionnelle. Et puis voilà. Alors, c'est le reproche qu'il fait à Claude Lévi-Strauss. Bon, c'est peut-être un peu dur comme reproche, mais il dit que Claude Lévi-Strauss, eh bien, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, vous savez, hein, eh bien, était pris dans un certain conventionnalisme. Il le dit textuellement, hein, un conventionnalisme du fait de sa théorie sur les structures élémentaires de la parenté. C'est-à-dire que pour Claude Lévi-Strauss, tout était contenu dans les filiations à partir de la parenté. Et Lacan rétorque quelque chose d'assez simple finalement. Il lui dit, et les enfants? Et les enfants? Ça compte aussi, les enfants. Après, il dit ça, Lacan, et les enfants, et après il prend un peu une espèce de contre-pied de lui-même en disant, mais il ne faudrait pas non plus bâtir toute la psychologie, ou toute une psychologie du sujet autour de la psychologie de l'enfant. Parce que c'est un peu une tendance aussi quand même, hein. C'est un peu une tendance parfois outrancière, trop usée, trop usitée, que de dire, oui, alors on va partir de l'enfance, la toute petite enfance, etc., pour faire l'histoire, c'est ce que disait François Dolto, hein. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. L'enfant n'est pas le roi parfait que l'on voudrait retrouver, ou qu'il faudrait retrouver pour retrouver un équilibre, une bonne santé psychologique, etc. Pas nécessairement, quoi. Donc Lacan, vous voyez, il y a une espèce d'oscillation là dans son discours à Lacan qui est bienvenue, puisqu'elle nous oblige à réfléchir et à ne pas rester figé dans un discours conventionnel. C'est ça qu'il nous demande. Et il dit, qu'est-ce que c'est que l'analyse des résistances? Qu'est-ce que c'est que analyser des résistances quand on est thérapeute? Je ne dis pas psychanalyse sur ce, quand on est thérapeute. Qu'est-ce que c'est qu'analyser des résistances? Eh bien, ce n'est pas de la persuasion, ce n'est pas de la suggestion. Voilà. On n'est pas là pour persuader que ceci est comme cela. Hein? Parce que si on fait ça, on se met à la place du patient. On lui suggère que la vie c'est comme ça, et donc on se met à sa place. De la même façon que si on interprète un rêve de manière brutale, on interprète un rêve, on est sûr que ça veut dire ça. Ah oui, votre rêve, je suis certain que ça veut dire ça. Cela veut dire qu'on rêve à la place du patient, tout bonnement, quoi, hein, à sa place. Donc ça perd tout intérêt, hein, puisque c'est nous qui analysons son rêve en fonction de notre propre ressenti. Donc il n'y a aucun intérêt à travailler comme ça. L'élaboration est à se faire lentement avec le patient. C'est le patient qui doit produire le matériel nécessaire à l'analyse de son propre rêve. C'est pas le psychanalyste qui doit aller au-devant, comme ça se fait à la radio des fois, hein, vous savez. Alors, dites-moi votre rêve, je vais vous l'analyser, flac, c'est immédiat. Je vous dis, ah ben ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non, il faut être extrêmement modeste. Les rêves, c'est complexe. Voilà, surtout que les rêves, ils sont souvent déconstruits, parce que quand on se réveille le matin, il ne reste souvent que des morceaux. Donc, vous voyez, il faut un peu rabouter tout ça. C'est pas simple. Voilà, donc ça fait partie du travail, ça, tout ça. Ça fait partie de la technique, quoi. Il faut le savoir, quoi. On ne doit pas se jeter sur un rêve en disant j'ai compris ce que vous voulez dire, j'ai parfaitement compris, c'est certain, c'est ça, etc. Et du coup, on est effectivement, on est comme un coucou, quoi, hein, si vous voulez, comme les coucous qui se mettent dans le nid des autres oiseaux, eh bien on se met dans le nid intellectuel, le nid de la parole du sujet qui est là en thérapie avec nous. Donc c'est pas une bonne idée. Ça paraît simple tout ça, mais ça n'est pas. C'est pas si évident, hein, quand on fait des thérapies, eh bien, avoir un certain contrôle technique de soi-même pour opérer comme cela, ce n'est pas si évident. Il faut de la pratique, quoi. Voilà, il faut de la pratique. Parce que, bon, je ne citerai personne, mais j'ai quand même connu dans ma carrière des gens qui travaillaient sans aucune technique. Il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait quand même.
Et donc, c'était des années de long bavardage qui n'aboutissaient à rien. Hein. Alors, il y avait une espèce de compagnonnage aimable hein, entre les deux personnages, c'est-à-dire entre le thérapeute et puis le soigné. Une espèce d'amitié, une cooptation hein, affectueuse, mais qui ne menait à rien sur la question du trouble, de l'angoisse d'un sujet, rien du tout. Hein. Autant aller dans un salon de thé, acheter des éclairs au chocolat et puis bavarder autour de la tasse, hein. C'est pareil. Hein. Ça m'est arrivé de le dire à certaines personnes, ça ne plaisait pas quand je disais ça, hein. Ça ne plaisait pas, bien sûr. Hein. Mais je ne le disais pas agressivement, je leur disais mais travaillez un peu, essayez d'avoir un peu une technique, travaillez une technique. Je ne vais pas vous dire laquelle, lisez des trucs et puis vous allez trouver un peu votre bonheur pour pouvoir travailler en sachant un peu vers quoi vous allez. C'est quand même un minimum. Quand le minimum, ça me rappelle Lacan. Il était allé dans une université, c'était, je ne sais plus laquelle, celle qui n'existe plus, là, comment ça s'appelle déjà Louvain Non, pas Louvain, en France, en banlieue, là. Nanterre. Il était allé à Nanterre et puis il y avait il avait parlé d'aphasie. Alors, l'aphasie, vous savez, neurologiquement, c'est quelqu'un qui a du mal à parler pour des raisons neurologiques, etc. Il y a plusieurs sortes d'aphasie, mais ça, c'est pas notre problème. Donc, et dans la salle, il y avait beaucoup d'étudiants à l'époque très agressifs vis-à-vis de Lacan, et qui lui avaient dit, mais dis donc, espèce de vieux con, quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, tu prononces que des mots qu'on ne comprend pas, tu nous fais chier, on est là pour comprendre, etc. Et Lacan avait répondu tout simplement, l'aphasie, vous savez pas ce que c'est, écoutez, il avait dit, il y a quand même un minimum, il avait dit ça, il y a quand même un minimum, oui. Et je suis assez d'accord avec lui, quoi. Si on vient écouter quelqu'un comme Lacan, à l'époque, on le faisait, il fallait quand même connaître certains mots. Aphasie, c'est pas non plus un mot aussi extraordinaire. Sans en avoir une approche clinique fouillée, on peut savoir ce que ça veut dire. Ah, c'est le A privatif, hein. Phasis, la parole, etc. On peut le décortiquer du grec. Donc c'est pas de la persuasion, c'est pas de la suggestion. Hein. C'est ce que Freud a fait au départ. Hein. Freud faisait de la suggestion hein, à mort hein, au départ. Hein. Il interprétait sans arrêt. Si vous lisez les premières thérapies de Freud, je vous en lirai 2 livres tout à l'heure, vous verrez qu'il coupait la parole à ses patients tout le temps, hein, en disant ah oui mais ça mademoiselle, madame, ça veut... parce qu'il avait essentiellement des femmes en thérapie au départ. Eh bien ça veut dire ça. Et donc il y en avait qui n'étaient pas contents, vous allez voir, il y en a une qui n'était pas contente du tout, qui lui fermait sa gueule carrément. Donc parce qu'elle voudrait bien parler pour elle-même, quoi. Elle avait tout compris, cette femme-là. Et Freud, ça lui a fait du bien d'ailleurs, il avait été très content de cette objection-là. Donc c'est pas de la suggestion, on n'est pas là pour suggérer quelque chose à un patient, c'est le patient qui doit partir de son propre jeu et amener un matériel qui est le sien. Voilà. Et nous, pas amener le nôtre, bien entendu. Alors, ce n'est pas faire de la partie saine une alliée, c'est ça. On dit toujours qu'il y a une partie saine dans l'individu, hein. C'est un peu un marronnier que de dire ça. Hein. Une partie saine, ça serait par exemple le moi. Ça serait la partie saine du sujet, éventuellement. Un moi qui se porte bien, pas un moi psychotique, hein, mais un moi gentiment névrosé. Ça serait la partie saine. Alors on dit, ça serait bien de pouvoir en faire un allié comme à la guerre, si vous voulez, quoi, en faire un allié puissant. Et du coup, on va avancer en force. Lacan n'approuvait pas du tout ce genre de truc. Pour lui, il n'y avait pas de compagnonnage à faire avec le moi du sujet pour aller plus vite, pour aboutir plus aisément à une... Parce que ça a à voir avec l'égo-psychologie de Hartmann, dont on a parlé la dernière fois. Hein, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un moi autonome, hein, qui est défini, qui est rond, sphérique, sans aspérité, etc., et avec lequel il est facile de travailler puisqu'on le cerne bien. Hein, il est visible, visuel. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc ça, Lacan, évidemment, c'est pas son truc du tout. Hein. Et donc il dit, on n'a pas à faire cette... Parce que ça c'est une phrase qu'on entend souvent. Hein. On va essayer de s'allier à la partie saine du sujet, la partie saine du moi du sujet. Alors, peut-être que dans certains cas, c'est utile. Peut-être, je n'en sais rien. Mais si on parle de psychanalyse, ça n'est pas ça. Voilà. Si on part de la psychanalyse, ce n'est pas ça.
Alors, le décentrement de Lacan, ça va plus loin que ce que je vous ai dit là. Ça va plus loin que l'histoire du jeu. Le décentrement de Jacques Lacan, c'est, vous savez, vous vous rappelez du système symbolique. Le système symbolique, c'est cette espèce d'infinité de symboles qui nous environnent. Hein. Les murs nous environnent ici. Vous êtes des symboles aussi en tant que sujet. Vous êtes tous des symboles. Et dans le monde, il y a une infinité dans le cosmos. Et même le cosmos ne délimite pas le symbolique. Hein, de choses que l'on peut nommer éventuellement. On n'en nomme qu'une toute petite partie dans notre vie. Hein. C'est comme ça, on est extrêmement limité. Il faut bien en faire notre deuil de ça. Bien sûr, ça s'appelle la castration, d'ailleurs, de faire le deuil de ne pas pouvoir prendre, comme disait Lacan, faire une brassée du symbolique. On ne peut pas. Et bien, ça, c'est la castration, purement et simplement, hein, la castration. Donc, ce symbolique-là, oui, c'est ça. Ce symbolique, si vous voulez vous décentrer, eh bien, c'est pas mal, justement, de vous dire que le symbolique, ça existe et que ça vous échappe. Et que ça vous échappe, le symbolique. Vous n'y avez accès que partiellement. Et donc, du coup, c'est pas mal de se dire qu'il y a une espèce de trame de signifiants, de symboles, infinis, qui nous précèdent et qui nous succèdent, qui nous précèdent avant la naissance, qui nous succèdent après notre mort, et que cette infinitude de symboles, eh bien, il est bon de savoir que c'est là, et ça nous rend, j'allais dire modeste, c'est pas le terme, mais ça nous rend questionnants par rapport à cette idée que ce symbolique-là pourrait nous vouloir quelque chose. Hein. L'astrologie, c'est un peu ça, finalement. Hein. L'astrologie, c'est une espèce de ramassis, un peu de ça, une contraction de cette histoire de pouvoir faire appel au symbolique pour qu'il nous réponde. Alors évidemment, Lacan dit non, mais le symbolique ne nous répond pas. Il ne nous répond pas. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est encore l'inquiétante étrangeté de Freud, c'est ça, ni plus ni moins. Hein. Et il ne nous répond pas, et du coup, ça nous pose la question de savoir si ce symbolique n'a pas un désir pour nous quelconque. Vous pourriez vous poser cette question-là. Hein. Moi, je pourrais me poser la question de savoir si cette espèce d'ensemble, d'amphithéâtre-là, que je ne maîtrise pas dans son éternité, et vous, dans votre mortalité possible, probable, plus que probable même, eh bien, je ne vous maîtrise pas. Je ne vous maîtrise pas. Hein. Donc, vous voyez, mais vous êtes là, et dans le fond, je peux me demander si vous n'avez pas, pour moi, je pourrais m'inquiéter de ça, pour moi, une forme de désir ou de contre-désir qui me mettrait en difficulté. Pourquoi pas, hein, ne serait-ce que pour me rappeler ma finalité à moi. Ma finalité, ma mortalité, ma finitude. Le mur, en tout cas, il nous amène à cela, à la question de notre finitude, éventuellement. Je dis le mur parce que c'est un exemple que Lacan prenait souvent, le mur. Hein. Le mur dans sa minéralité supposée éternelle. Alors il dit, de la psychothérapie, on en a toujours fait, sans savoir très bien ce qu'on faisait. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Beaucoup de gens font des psychothérapies sans savoir ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas de technique. Hein. Voilà. Alors c'est pas plus mal d'en faire un peu déjà comme ça, sans savoir ce que l'on fait. C'est mieux que rien, mais pas beaucoup mieux que rien. Pas beaucoup mieux que rien parce qu'on n'avance pas. Il faut pouvoir analyser les phénomènes qui se passent dans une thérapie, et dont les phénomènes de résistance dont on parle aujourd'hui. Il faut pouvoir les analyser. Sinon, c'est pas possible, on n'avance pas. Alors il dit, le noyau de notre être ne coïncide pas avec notre moi. Ben non, heureusement, hein, que le noyau de notre être ne coïncide pas avec notre moi. Le noyau de notre être, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là, il est décentré. Il va par là, il va dans tous les sens. Hein. Donc, si vous voulez, on n'a pas une espèce de centre de gravité, intellectuelle, conceptuelle, existentielle, un centre de gravité de l'être. On n'en a pas. Hein. Et c'est le côté stabilo de notre affaire. Et donc, du coup, c'est compliqué. Du coup, la vie est plus complexe, est plus angoissante, etc. Notre finitude nous préoccupe, bien entendu. Mais c'est comme ça. Hein. Et ça, c'est des choses dont on peut aller parler en thérapie. C'est aussi fait pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des angoisses de mort, par exemple, et qui viennent en thérapie pour évoquer leurs angoisses de mort. Ça,
c'est assez fréquent, y compris chez des enfants. Hein. Y compris chez des enfants. Je ne parle pas seulement des adultes, il y a des enfants qui ont des pulsions de mort et des angoisses de mort extrêmement violentes. Hein. Des petits même. Hein. Des petits dont on leur en parle franco. Hein. Moi, quand je parle avec des enfants en thérapie, je leur parle franco de la mort. Quoi. Et je lui dis, mais tu sais, toi aussi, un jour, tu partiras. Alors, je les console, tu sais, c'est dans longtemps. C'est pas maintenant pour toi, bien sûr. Mais la vie a une fin, tu verras. C'est comme ça pour tout le monde. Et voilà. Mais Lacan le disait, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit ça, mais il disait souvent comment pourriez-vous penser vivre si vous ne saviez pas que vous alliez mourir, hein. Il disait ça souvent. Hein. Comment pensez-vous pourriez vivre si vous ne saviez pas que vous allez mourir? Effectivement, ça ne serait pas possible. Hein. On serait pris dans un système horriblement anxiogène qui ferait qu'on pourrait se désintégrer. Hein. Se désintégrer, peut-être comme le font un peu les schizophrènes, les psychotiques très avérés, peut-être. Donc le noyau de notre être ne coïncide pas avec notre moi, et il rajoute, on se trompe si l'on se croit que le moi n'est qu'une erreur du jeu. Hein, que le moi n'est qu'une erreur du jeu. Donc on se trompe si on pense que le moi n'est qu'un avatar, si vous voulez, du jeu. Parce que si on pense comme ça, que ce n'est qu'un avatar, ça veut dire qu'on donne au moi une forme de réalité. Une forme de réalité. Et ça, non. Pour Lacan, ça n'est pas ça. Hein? Ça, c'est vrai pour l'ego-psychologie. Hein. Je reviens là-dessus. Pour l'ego-psychologie de Hartmann et de ses successeurs, le moi est abouti, il est circonscrit, etc. Donc voilà, il est une réalité. C'est comme une espèce de pâte à modeler, le moi abouti, sur laquelle on peut travailler comme ça, modeler comme on voudrait le sujet. Mais non, pour Lacan, ça n'est pas ça, bien entendu. Ça n'est pas une erreur du jeu. Pourquoi? Parce que ce que dit Lacan, c'est que le moi, eh bien, il est imaginaire. Il est imaginaire. Ce n'est pas une réalité. Voilà, ça c'est lacanien. Hein. Ça c'est lacanien. Il est essentiellement imaginaire. Et je vais vous l'expliquer, si je puis dire, en vous donnant une espèce de raccourci, une métonymie un peu du stade du miroir. Vous savez, le stade du miroir, c'est pas un stade qui a été inventé par Lacan. Lacan, c'était un psychologue qui l'avait inventé avant lui, mais qui ne l'avait pas beaucoup travaillé, si je puis dire, qui ne l'avait pas beaucoup forgé. Et Lacan a repris ce stade du miroir et l'a élaboré de manière très complexe, mais en même temps extraordinairement intéressante, extrêmement fascinante. Et quand on connaît bien le stade du miroir chez Lacan, on a beaucoup plus de facilité à soigner les enfants. C'est vrai, hein, moi ça c'est mon expérience personnelle. C'est pas forcément l'expérience de tout le monde. Je ne donne pas ça en paradigme de vertu thérapeutique. Hein. Je dis que mon expérience personnelle fait que moi, en tout cas, l'expérience lacanienne du stade du miroir m'a toujours beaucoup aidé pour comprendre les enfants, pour tenter de les comprendre un peu. Voilà. Pas totalement, bien entendu. On ne peut pas totalement. Donc le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est extrêmement important. C'est le sujet, si vous voulez. C'est un sujet qui, au départ, avant que vous soyez né, et puis même quand vous naissez, tout de suite à votre arrivée sur Terre, vous êtes une entité dont on pourrait dire qu'elle est globale, qu'elle est entière. Vous n'avez pas encore parlé. Vous êtes infants, comme on dit en espagnol. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Infants. Pour parler des enfants de l'Espagne, c'est les petits, ceux qui ne parlent pas encore. Hein. Donc ils ne sont pas encore, si vous voulez, happés par la parole, donc ils sont dans une espèce de globalité, de toute puissance, dans une bulle de puissance, voilà, dans laquelle ils se sentent bien et qui est protégée par la mer, bien entendu. Hein. Donc ce S-là, si vous voulez, dans le stade du miroir, eh bien, le sujet enfant ne peut pas se contenter de garder, de rester dans cet état, hein, se figer en cet état de sujet abouti, globalisé, fini, terminé, comme un objet fini, quoi, hein, comme un objet manufacturé, fini, impeccable. Hein. C'est pas possible, il ne peut pas rester là. Donc il faut bien, parce que pourquoi il ne peut pas rester là? S'il reste là, il ne peut pas monter sur la scène du monde, comme disait Lacan.
je ne peux pas monter sur la scène du monde. Parce que sur la scène du monde, il y a du monde justement, il y a des gens, il y a des personnages, il y a des sujets. Donc on ne peut pas arriver dans une bulle de toute puissance en face de personnes qui, elles, parlent, sont dans la difficulté, sont névrosées, sont dépressives, sont anxieuses, ou au contraire sont euphoriques, etc. etc. On ne peut pas arriver comme ça. Donc il faut bien se transformer un petit peu, et donc on met un miroir comme cela, qui est un miroir, voilà. Le miroir, ça peut être la mère. Le miroir, ça peut être la mère, ça peut être les yeux de la mère, de la maman, hein, le miroir. Et donc, cet enfant-là, l'infant, celui qui ne parle pas, qui est dans une espèce d'absolu intenable, hein, eh bien, il faut qu'il arrive à être opposable à l'autre. Il faut qu'il arrive à être opposable à l'autre. Et pour ce faire, eh bien, il faut qu'il puisse se voir dans l'autre, et construire un moi à partir de l'image de l'autre. Alors, cette image-là, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez votre image, d'accord? Et elle est strictement symétrique, hein, de là par rapport au miroir. C'est-à-dire que le point que je fais là au-dessus du S, il est parfaitement symétrique que celui que il y a la même distance. Sauf que ici, c'est virtuel. Hein, parce que si vous allez derrière le miroir pour essayer d'attraper l'image de votre visage, vous n'allez pas l'attraper, évidemment. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc c'est virtuel, c'est imaginaire. Nous y voilà. C'est imaginaire. Donc vous voyez que ce moi-là, il est de ce côté-là. Hein. Après, on peut l'appeler idéal du moi, idéal. Peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant, c'est compliqué, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Donc, comme disait Lacan, ce que l'on ne peut pas faire, il le laisse. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pas ça dont on va parler. Donc on va se concentrer sur le moi et puis sur cette question d'imaginaire. Alors, ce qui est embêtant dans ce mouvement-là pour l'enfant, eh bien, c'est qu'il ne peut pas avoir le choix autre que de se construire dans l'image de l'autre. Il n'a pas le choix. Il ne va pas se construire dans l'image d'une table ou dans l'image d'un cochon ou d'une vache. Hein, il ne peut pas. Ça ne lui ressemble pas, ça ne va pas fonctionner. De manière homéostatique, si vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Hein. Il faut qu'il y ait une certaine homéostasie entre les deux formes, déjà pour commencer, les deux formes du corps, tout simplement, pour que le stade du miroir puisse opérer, puisse se faire. Donc, cette fonction-là, du coup, le sujet qui est ici, eh bien, il se trouve dans une forme d'aliénation par rapport à l'autre. Une aliénation nécessaire. Il est capté par l'autre. Il est capté par l'image de l'autre. Et je dirais que presque comme Alice au Pays des Merveilles, Alice, il traverse le miroir et il vient sombrer de l'autre côté, quoi. Hein. Alors, pas qu'il y ait trop quand même, hein, parce qu'après il pourrait devenir psychotique, mais bon. En tout cas, là, il y a un jeu de rivalité, considérable, et un jeu de jalousie. J'insiste sur ce terme-là, de jalousie extrême. La jalousie fondatrice du sujet, fondatrice structurelle du sujet. Il n'y a pas de construction du sujet sans cet effet de jalousie aliénée terrifiante, au point que le sujet qui est ici voudrait bien la mort de celui-là finalement. Hein. Il y a de la pulsion de mort de ce côté-là, il y a de la pulsion d'agression, il y a de la pulsion d'agression parce que c'est extraordinairement désagréable sans doute de se dire qu'on dépend à ce point de l'autre pour se construire. C'est insupportable. Mais c'est ça la structuration du sujet dans le stade du miroir. Hein. Et donc, alors, je l'ai raconté 50 000 fois ça, mais vous vous souvenez peut-être que dans les années 70, il y avait eu une espèce d'incantation comme ça, où il fallait se dire que la jalousie, ça n'existait pas. Hein, et que lorsqu'on était trompé, si on sortait avec une personne, et si on était trompé par quelqu'un d'autre, eh bien c'était merveilleux. C'était merveilleux. Hein, et donc, il fallait s'allier avec... Il fallait aller voir la personne qui nous faisait cocu. Oh, je suis vraiment tellement content de ça, parce que la jalousie, c'est un sentiment bourgeois, réactionnaire, voilà, et donc c'est lamentable, et donc moi je ne suis pas jaloux, je suis ravi que tu me piques ma femme ou mon homme, je suis enchanté. Hein.
Donc il y avait ce penchant-là, hein, c'est très marqué hein, dans les années 70. Hein. Alors ça avait un côté naïf, un peu gentil aussi en même temps, je ne sais pas non plus, je ne vais pas cracher là-dessus, mais du côté de la psychanalyse, ça ne marche pas du tout, quoi. Il ne s'agit pas de ça, hein. Il ne s'agit pas de ça, c'est même exactement l'inverse. C'est quelque chose d'extraordinairement aliénant et d'extraordinairement agressif. Cette espèce de structuration du moi dans l'autre aliénant. Hein. Vous voyez, là, je vous ai fait un raccourci du stade du miroir, hein, vous voyez, hein, d'accord. Parce que si vous allez dans les écrits de Lacan et que vous regardez le chapitre sur le stade du miroir, vous allez tomber sur des schémas d'une complexité hallucinante. Mais en fait, quand on les décortique, on voit qu'on peut les dégonfler quand même. On peut les dégonfler beaucoup, et ça revient un peu à ça. Mais je vous les montrerai, je vous les imprimerai, puis je vous les donnerai ces schémas-là, parce qu'ils sont très beaux, ils sont très élaborés, et il y a beaucoup de poésie dans cette schématique lacanienne du stade du miroir dans les écrits. Il y a beaucoup de poésie. Il en parle avec un style qui est admirable, et avec une concision, une précision qui est fulgurante. Littéralement. Donc, le stade du miroir lacanien, c'est ça, c'est de l'aliénation dans l'autre. Ce qui n'était pas le cas du premier stade du miroir, qui était de Henri Vallon, voilà, ça me revient, hein, qui était du psychologue Henri Vallon, qui avait fait beaucoup de chemin déjà, mais qui n'avait pas... Après, Henri Vallon avait construit une espèce de machine avec un miroir concave qui faisait qu'il y avait des réflexions complexes, etc. On pouvait se voir de manière holographique, et tout ça, mais on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Ce n'est pas notre propos, on va pas se perdre dans ces trucs-là. Avoir cette approche-là du stade du miroir, c'est déjà pas mal, parce que ça le résume bien, moi je trouve, il me semble que c'est ça le stade du miroir. C'est ça. Alors après, est-ce que le stade du miroir, on dit toujours que ça se passe chez le petit enfant, tout petit, bien entendu, hein, qui est dans les bras de sa maman, et puis qui se voit dans les miroirs, et qui a une espèce de disait Freud, une jubilation heureuse, ou angoissée plutôt. Non, une jubilation angoissée. Parce qu'il se voit, mais il ne sait pas que c'est lui, et donc il y a quelque chose d'inquiétant, là, dans un certain temps. Après, il est heureux. Il se met à rire, l'enfant, mais d'un rire nerveux, d'un rire. Vous savez, comme les enfants font comme ça, les petits font souvent des choses comme ça, hein, ils mettent leurs mains comme ça, et ils ont une espèce de mouvement comme ça, de striction, je dirais, hein, anxieuse de leur corps, pour des choses drôles parfois, mais qui les angoissent quand même. C'est ce qui se passe devant le miroir. Donc la maman tient l'enfant dans ses bras, dans la configuration idéale bien entendu, hein, et l'enfant regarde, et Freud et Lacan disent, eh bien la mère, par son regard, donne l'approbation à l'enfant, lui donne l'approbation en disant oui c'est bien toi. Hein. Donc il faut à cet enfant l'approbation de la mère. Alors ça c'est important parce que la mère elle est là, vous voyez, je l'ai mise là. C'est important parce que la mère, elle fait office de symbolique, de système symbolique. Elle représente le système symbolique là où sont tous les symboles. Et si tous les symboles sont là, eh bien l'enfant, l'acquiescement de la mère, son approbation, sera un de ces symboles positifs, une approbation. Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien toi. Et la mère va rassurer son enfant. Mais ça se passe comme ça dans la réalité. Dans beaucoup de cas, les mamans tiennent leur enfant devant des miroirs et l'enfant jubile de manière un petit peu anxieuse. Voilà, il détourne la tête parfois parce qu'elle lui fait peur un petit peu quand il est tout petit et tout ça. Voilà, et la maman est là pour le rassurer en lui disant mais oui c'est toi et tu t'appelles comme ça, etc. Oui, ça commence, ça démarre hein, comme ça, le sujet se construit, hein, il se construit, s'élabore comme ça. Donc il dit le moi est un objet qui remplit une fonction imaginaire. Ben oui, là on le voit bien, parce que ici, c'est de ce côté-là que le sujet va construire son moi, je l'ai déjà mis là. Et donc ce moi est imaginaire, c'est une image virtuelle. Dans le miroir, c'est une image virtuelle. Hein. Ce n'est pas une image réelle. Une image réelle, c'est par exemple un mirage. C'est un mirage hein, dans le désert. Les gens voient vraiment des formes. Parce que le miroitement, la chaleur, etc., font qu'il y a des formes qui prennent vie un petit peu. Ce sont des pseudo-hallucinations, mais ce sont des véritables hologrammes. Quoi, hein. Le mot hologramme, vous connaissez, hein, les hologrammes. L'hologramme, c'est une reconstruction, alors ad intégramme, si je veux dire intégrale, d'un sujet à partir de faisceaux complexes, de lasers, etc. Moi, je ne sais pas comment
fonctionne, hein, mais c'est très spectaculaire. J'en ai vu une fois un, je ne sais plus si c'est au Palais de la Découverte à Paris, un truc comme ça. Et c'est impressionnant, parce que c'était un couturier, je ne sais plus lequel, un couturier très connu, qui avait été holographié. Et il était là, assis sur une chaise au Palais de la Découverte. Et on pouvait tourner autour de lui quand même. Hein. On aurait pu lui serrer la pince, quoi. Sauf que si on voulait lui serrer la pince, ça traversait, quoi. Ça traversait son corps. Hein, donc c'était un hologramme de qui, je me rappelle plus. Donc là, eh bien, ce n'est pas holographique, justement ici, ce n'est pas un hologramme, c'est imaginaire. C'est imaginaire. Donc ça va complètement à l'encontre de l'ego psychologique. Hein. Dans l'ego psychologie, c'est un moi solide, concret. Là, c'est un moi imaginaire. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, ça va être plus complexe de travailler avec ça. Alors, il poursuit, page 60, au seuil, il dit « Nous pensons, persuadés, que quelque possible que soit l'appréhension de la conscience, donc du moi, c'est quand même là que notre expérience nous est donnée. » Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours tenté de penser que notre conscience, elle habite le moi. Sa maison, c'est le moi. Hein. Elle est bien au chaud, douillettement installée dans le moi, dans notre conscience. Ce qui n'est pas exact. Elle y est parfois, bien entendu. Hein. Il nous arrive de nous alanguir un peu dans notre moi autonome de Wartman, mais pas tout le temps, loin de là. Quand vous êtes angoissé, hein, ça arrive, vous savez, d'être angoissé au point que l'environnement vous paraît un peu hostile. Hein. Ça arrive, ça. Je ne sais pas si vous avez vécu des phénomènes comme ça, des phénomènes de petite dépersonnalisation, vous savez, hein, où vous sortez un petit peu de vous-même, et donc vous voyez l'environnement comme un peu menaçant parfois. Hein. Des objets familiers, hein, des objets familiers. Je ne sais pas, un abat-jour, un animal, etc. Tout d'un coup, vous paraît un peu étrange et un petit peu hostile. Voilà. Ça, c'est un phénomène d'étrangeté, un phénomène imaginaire. Et donc, on voit bien là que la conscience n'est pas bourgeoisement installée dans un transat dans le moi. Hein, voilà. Quand on a ces expériences-là. Et ces expériences-là, de petite dépersonnalisation, hein, eh bien, ça arrive beaucoup en psychanalyse. Pour ceux qui ont été en psychanalyse un certain temps, savent ça parfaitement. Hein, parce qu'ils les ont vécus, ces moments de dépersonnalisation. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est en psychanalyse sur un divan, que le psychothérapeute ne parle pas beaucoup, nous laisse parler, eh bien, on va loin, on va très très loin dans ce qu'on raconte. Et nous reviennent des souvenirs qui s'actualisent de manière bizarre parfois, étrange, qui prennent des choses très anciennes, qui prennent une forme d'actualité comme ça sur le divan et qui nous inquiètent. Et du coup, le monde matériel environnant du bureau du thérapeute, eh bien, avec ces objets qui sont là, disséminés, peut devenir aussi un peu menaçant, un peu inquiétant. Hein. Alors là, je l'ai déjà dit la dernière fois, le rôle du thérapeute à ce moment-là, ce n'est pas de faire en sorte que le patient décompense et devienne délirant tellement on serait allé loin. Non, c'est au contraire d'apaiser les choses. On va se calmer, on va revenir un petit peu en arrière, etc. Mais Lacan le dit, hein, ça. Il dit, vous savez, alors, parce que les phénomènes de dépersonnalisation, il y a des encyclopédies entières là-dessus, hein, sur les phénomènes de dépersonnalisation. Mais Lacan, il en avait une formule très simple. Hein. Il disait, les phénomènes de dépersonnalisation ne sont jamais que des phénomènes, des actes de franchissement. Des franchissements, là, comme cela. De franchissement. Il disait, ce n'est que ça. Et il a raison, parce que moi j'ai observé souvent dans certains patients qui vivaient des phénomènes de dépersonnalisation, et je leur disais, ne vous inquiétez pas, ce qui vous arrive c'est quelque chose de très banal, vous êtes en train d'aller un petit peu trop loin de l'autre côté d'un certain miroir, mais je vous ramène, hein, je vais vous ramener doucement, et ce n'est pas grave. Parce qu'on pourrait confondre ça avec du délire, on pourrait confondre ça avec une action délirante, avec une action schizophrénique, etc., ou une hallucination. Or, c'en est pas. Donc, dans cette seule phrase-là, Lacan, il en dit pratiquement plus que dans 12 encyclopédies sur la dépersonnalisation, en disant ceci, hein, la dépersonnalisation, ça n'est jamais qu'un franchissement. Voilà, ça n'est jamais qu'un franchissement du sujet vers le moi imaginaire. Donc,
Alors, après, il parle des philosophes. Alors, Lacan avait une connaissance des philosophes, des philosophes de l'Antiquité jusqu'à ceux de nos jours, qui était considérable. Hein. Il avait une culture philosophique colossale. Et même des philosophes les plus méconnus, les plus anciens, les plus antiques qui aient pu exister, il les connaissait de manière extraordinaire. Quoi, hein. Et en même temps, il avait un certain désaveu de la démarche philosophique. Voilà. C'était le paradoxe lacanien. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui agressent les lacaniens en disant « Oui, mais Lacan, il détestait les philosophes, c'était un salaud, etc. » Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est qu'il a voulu instaurer une certaine dialectique avec les philosophes. Il connaissait personnellement Martin Heidegger, hein, Lacan. Vous connaissez Martin Heidegger, hein? C'est un philosophe allemand qui est décédé si longtemps que ça, hein, c'était un contemporain de Lacan. Et Martin Heidegger était très pote avec Lacan, et il venait chez Lacan, à Guitrancourt, dans la banlieue parisienne, il venait passer des vacances, etc. Mais en même temps, c'était assez curieux comme relation, ce qu'ils avaient tous les deux, parce que Lacan pensait qu'Heidegger était fou, et Heidegger pensait que Lacan était fou. Mais en même temps, ils s'aimaient bien. Heidegger était quand même un bon nazi. Ah oui, oui, absolument. Jean-Claude, tu as parfaitement raison de le rappeler. Heidegger a eu pendant la guerre des conduites plus que regrettables. Après, il s'est un peu redressé, etc. Mais bon, alors il y a beaucoup de, on dirait pas de bagarre, mais de controverses par rapport à ça. Heidegger a-t-il été vraiment un vrai nazi ou n'a pas été été? C'est une question qui n'est pas, je n'en ai pas la réponse. Hein. Mais enfin, quand même, il a eu des conduites très collaborationnistes avec les nazis, le Parti national socialiste unitaire, incontestable à un certain moment. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Après, ça a été un très grand penseur, il faut le reconnaître. Il a eu une pensée extrêmement puissante, une œuvre colossale. Et c'est vrai qu'avec Lacan, ils avaient une espèce de compagnonnage comme ça, intellectuel. Lacan n'approuvait certainement pas la collaboration ou les cooptations nazies d'Heidegger, hein, sûrement pas. Et alors, il y avait des trucs marrants, c'est qu'il lui faisait visiter la Normandie, parce que Lacan aimait beaucoup la Normandie, dans une DS, et Lacan conduisait toujours à une vitesse folle. Il conduisait à une vitesse folle dans des petites routes très dangereuses de la Normandie, tournicotant, et Heidegger était derrière, il faisait dans son froc, quoi. Il était blanc. Il sortait de la voiture, il était blanc comme le linge, disait Lacan, et il était vraiment défait, quoi, défait. Alors, mais en même temps, bon, ils s'estimaient l'un l'autre et ils se trouvaient fous l'un l'autre. Pourquoi pas, hein? Parce que Heidegger disait de Lacan que Lacan était incompréhensible, que c'était vraiment. Mais en même temps, il était fasciné par Lacan, et réciproquement. Voilà. Donc, il y a eu ce philosophe-là. Bon, il y a eu d'autres philosophes qu'il a connus, Lacan, bien entendu. Mais Heidegger a été plus marquant quand même pour lui que les autres, nettement plus marquant, puisque je veux dire, il y a eu une sorte de compagnonnage intellectuel pendant une époque, une certaine époque, dans les années 50, à la fin des années 50. Après, ça s'est un peu effiloché tout ça, bien entendu. Donc pour les philosophes, voilà, ça je reviens aux philosophes, donc Lacan reproche aux philosophes, si vous voulez, de proposer souvent, pas toujours, mais des théories abouties. Voilà, des théories abouties, des explications. Et Lacan, il y a une chose dont il a horreur, c'est l'explication. Hein, il n'aime pas les explications. Pourquoi? Parce que pour lui, un symbole, si vous extrayez un symbole du symbolique là, vous en extrayez un seul, un symbole, eh bien, par exemple, si c'est un arbre, vous pouvez dessiner un arbre, voilà, vous dessinez un arbre comme ça, et vous écrivez à côté arbre. Ça c'est classique, hein, ça c'est de la linguistique saussurienne très très classique, et vous pouvez dire, ah ben, il y a un dessin qui représente un arbre, donc c'est un arbre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'explication se fait entre là et là. Et l'explication, elle est là. Ce dessin, c'est un arbre. Voilà. Et c'est bloqué. C'est bloqué, c'est figé. Alors, mais si la personne est aveugle, elle peut être face à un arbre, mais est-ce qu'elle va savoir que c'est un arbre? Non, pas forcément. Hein, c'est un peu un exemple extrême que je donne comme ça. Mais il y a 1001 configurations où ça ne va pas être évident. Donc Lacan, pour lui, le symbole, Lacan est allé très loin hein, dans la définition du symbole, et qu'il appelait aussi le signifiant. Signifiant ou symbole, chez Lacan, c'est pareil. Il disait, Lacan, le signifiant
a toujours une signification pour les linguistes, comme Ferdinand de Saussure, mais pour moi, il n'en a pas. Voilà. Pour Lacan, eh bien, il mettait la signification en dessous. Autrement dit, il aurait mis l'arbre. Il aurait mis l'arbre dessus et il aurait mis arbre écrit en dessous. Voilà, il aurait fait ça, hein. Il aurait dessiné l'arbre ici. Voilà, l'arbre. Et puis en dessous, il aurait mis arbre, en dessous la barre. Mais sauf que Lacan, il a fait une barre infranchissable. Et il a dit, cette phrase extrême, le signifiant n'a jamais de signification. Il a dit ça Lacan. Hein. Alors les gens, ils sont restés là comme des cons. Hein. Le signifiant n'a jamais de signification. Mais c'est l'horreur. Hein, s'il n'a jamais de signification, comment on va faire? Alors Lacan avait rajouté, ça lui arrive parfois d'en avoir une signification. Voilà. Hein, il appelait ça le point de capiton. Hein, quand ça lui arrivait, vous savez, les points de capiton, c'est les trucs dans les matelas, les capitons, des matelas qui tiennent comme ça, les matelas, des espèces de boutons, vous savez, qui tiennent les matelas enfin, d'un côté à l'autre. Et donc ça lui arrive quand même d'avoir de temps à autre une signification. Et puis, il disait aussi surtout que la signification, elle était extrêmement dérivante. Elle était extrêmement dérivante. Je vous ai donné l'exemple simplement de l'aveugle, mais c'est vrai qu'un aveugle ne va pas percevoir un arbre comme vous le percevriez. Hein, pas du tout. Donc voilà, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais il est un peu parlant quand même. Donc on ne va pas insister sur cette histoire du signifiant qui n'a pas de signification, mais c'est une espèce de radicalisme lacanien, ça. Hein. Le signifiant n'a jamais de signification. Mazette, hein, ça a fait du bruit dans Landerneau, hein, quand il a dit ça. Après. Bon. Alors, il revient sur l'image dans le miroir. Il dit, l'image dans le miroir nous situe dans un espace imaginaire. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. L'image dans le miroir nous situe dans un espace imaginaire. C'est pas tellement compliqué à comprendre ça comme ça. Hein. L'objet qui est par ailleurs quelque part dans la réalité, ben oui, l'objet qui est quelque part dans la réalité, c'est le sujet. Lui, il y a quand même bien un objet dans la réalité, le sujet. S'il est né, il est bien là, avec son corps, avec son vagissement, hein, avec ses mouvements, etc., avec ses cris, il est bien présent, le sujet. Il est là. Il est une réalité. Encore que le mot réalité soit toujours quelque chose de contestable, mais bon, on ne va pas la contester aujourd'hui. On ne va pas contester ce terme aujourd'hui. C'est une réalité, alors que du côté-ci, c'est imaginaire. Hein. C'est imaginaire. Donc il dit, s'il y a l'image dans le miroir nous situe dans un espace imaginaire, l'objet qui est par ailleurs quelque part dans la réalité, le S, il y a donc là un phénomène de conscience comme tel. Voilà, il y a donc là un phénomène de conscience comme tel. Donc la rencontre, si vous voulez, mon schéma commence à être un peu en barbouille. Hein. Bon, alors, la rencontre, si vous voulez, entre cette espèce de cooptation là, hein, aliénant entre le S et le symbolique et le moi, eh bien c'est un phénomène de conscience. Voilà. C'est un phénomène de conscience. Dit-il. Après, vous allez voir qu'il avance un peu plus là-dedans et que ça va devenir un peu plus compliqué éventuellement. Il y a donc un phénomène de conscience comme tel. Mais alors là, il fait une espèce d'apologue, ce qu'il appelle un apologue dans le bouquin, et c'est là que ça devient extraordinairement compliqué. Donc je voulais ramasser le mieux possible pour vous en faire une potion digeste. J'espère. Hein, cet apologue. Et je ne vais pas rester dessus pendant des siècles. Hein. Donc, parce qu'il est très long dans le bouquin, donc je l'ai vraiment contracté un maximum. L'image dans le miroir nous situe dans un espace imaginaire, l'objet qui est par ailleurs quelque part dans la réalité. Il y a dans le phénomène il y a là un phénomène de conscience comme tel. Supposez que tous les hommes aient disparu de la Terre. Voilà, c'est l'hypothèse de Lacan, ça. Supposez que tous les hommes aient disparu de la Terre. Il ne reste plus que cascades, sources, éclairs et tonnerres. Il dit ça. Hein. L'image dans le lac existe-t-elle encore? L'image dans le lac existe-t-elle encore? On ne parle pas de miroir, parce que si on se réfère à la préhistoire ou je ne sais pas quoi, on parle d'un lac dans lequel on peut se mirer. Hein, comme avait fait Ophélie dans Hamlet, où elle est tombée dedans et puis elle est morte. Hein, voilà, en se regardant. Je parle d'Hamlet parce que Lacan, comme Freud, ont beaucoup parlé d'Hamlet. Hein, mais on ne va pas parler d'Hamlet aujourd'hui. C'est pas le jour. Parce que là, on serait mal barré. On en a
pour quelques siècles. Parce que moi, j'ai pas plusieurs siècles devant moi, je n'ai pas le temps. Donc, le lac peut représenter un miroir. Bien sûr, on peut se mirer dans le lac, comme je disais, comme Ophélie, dans Hamlet de Shakespeare. Voilà. Et donc, alors il dit, Lacan, est-ce qu'il est absolument indispensable qu'il y ait un moi qui soit présent là pour voir une image de quelque chose? Imaginons par exemple qu'il y ait une étoile là, et cette étoile, eh bien, elle va avoir son image virtuelle dans le lac, de type imaginaire. Exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là-bas. De type imaginaire, hein, d'étoile. Et donc, ce que dit Lacan, et c'est là que c'est un peu étrange et un peu difficile, c'est que on pourrait s'absenter. On pourrait s'absenter après avoir créé des machines savantes, qui maintenant apparaîtraient comme tout à fait banales. C'est-à-dire, par exemple, une machine qui pourrait enregistrer toute seule, mais ça c'est banal. Maintenant, vous savez, on pose, pour attraper des images de loups ou d'ours, on pose des images, des caméras dans des arbres, etc. Et puis on s'en va. Et donc ces caméras, elles captent toutes seules des images du loup ou de l'ours sans que nous soyons là. La caméra n'a pas besoin de nous. Hein. La caméra, elle est libre d'une certaine façon. Hein. Donc la machine est libre. Et donc, cette caméra-là, eh bien, Lacan dit, on pourrait même imaginer qu'il y ait des petites machines qui viennent prendre des petites machines, des petits robots, comme il y en a maintenant, hein, comme ça existe maintenant, des petits robots qui viennent prendre la pellicule, on appelait ça la pellicule autrefois, maintenant ça c'est un disque dur, qui viennent prendre le disque dur dans la caméra, hein, et puis qui la mettent dans un petit frigidaire, qui la mettent de côté. Pourquoi pas? Sans intervention humaine, sans qu'il y ait intervention de l'homme. Hein. Ça se pourrait. Pourquoi pas? C'est tout à fait plausible. Hein. Alors, il dit il n'y a plus d'hommes sur la Terre, voilà, c'est ça. Et après, il dit et voilà que les hommes reviennent. Ils auront peut-être à réapprendre à lire une image. Et puis alors, par rapport à la disparition des hommes et à leur réapparition, il y a une phrase assez amusante, Lacan. Il dit « Dieu a bien pu nous supprimer et nous remettre en circulation quelques siècles plus tard. » Pourquoi pas, hein? Dieu a bien pu nous supprimer et nous remettre en circulation quelques siècles plus tard. Oui, hein, on peut envisager ça comme possible, hein, après tout. Hein. Qu'il y ait une espèce d'intermittence comme ça, hein, un intervalle. L'espèce humaine disparaît puis elle réapparaît. Pourquoi pas, hein? C'est une hypothèse décentrée, ça aussi, hein? Décentrée, mais qui nous donne un peu vertigineuse, mais pourquoi pas? Et il dit, Lacan, il dit, Dieu a bien pu nous supprimer, nous remettre en circulation quelques siècles plus tard. Donc, quelques siècles plus tard, les hommes ils reviennent sur Terre, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent les petits frigidaires où il y a les disques durs. Et donc, ils voient les images de l'étoile dans le lac. Ils le voient. Sur les disques durs, sur un écran, il le voit. Alors qu'il n'était pas là. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est un acte de conscience. Ça, c'est un acte de conscience qui peut éventuellement se faire en présence d'un sujet, mais qui peut se faire également en l'absence d'un sujet. C'est là où c'est difficile quand même. Hein. Ça peut, un acte de conscience, si vous voulez, c'est la saisie par quelqu'un d'un objet dans le miroir, dans un miroir. C'est pas forcément un miroir, ça peut être votre cortex cortical. Vous savez, là où il y a ce qu'on appelle la aera striata, c'est-à-dire la zone de vision au niveau de l'occipital. Mais ça peut être ça aussi, le miroir, hein, bien sûr, hein, ça peut s'opérer à ce niveau-là. C'est pas forcément un lac, hein, c'est pas forcément un miroir en verre, hein, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, pour comprendre ça, je vais vous donner un exemple, un peu tourmenté. Imaginez quelqu'un qui souffre d'un Alzheimer assez avancé quand même. Un Alzheimer assez avancé. Voilà, je le dessine comme ça, hein, voilà, avec son nez, sa bouche, un Alzheimer assez avancé, un Alzheimer assez content. Et donc,
Voilà, et donc supposez que sa tête, malheureusement, vous savez, dans l'Alzheimer, il y a une forme de destruction du cerveau, hein, les cavités, ce qu'on appelle les citernes deviennent de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce que la substance cérébrale se perd, s'atrophie, hein, se rétracte, et donc au terme d'un Alzheimer sévère, finalement la boîte crânienne est quasiment vide, hein, elle est quasiment vide, il reste un trognon de cerveau, pas grand-chose, quoi. Hein. Pour autant, on pourrait imaginer que, si vous voulez, sur le cortex, sur la zone de réception de la vision corticale de cette personne Alzheimer, viennent se refléter l'image, je ne sais pas moi, encore une étoile. Voilà, ne fatiguons pas, prenons une étoile. Hein. Et bien, du coup, il va, cette étoile, en avoir une vision imaginaire. Elle va être là, symétrique aussi, hein, et imaginaire. Alors que chez un Alzheimer abouti, eh bien, le moi, il est quasiment plus là. Le moi, il n'est plus là, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus. Non. Je pense que vous avez déjà rencontré des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Et donc vous avez pu voir que ce sont des gens qui ont un regard fixe, souvent quand ils sont très malades, hein, bien sûr, pas au début de la maladie, mais quand ils sont très malades, ils ont un regard fixe, vide, souvent. Et donc on a le sentiment que plus rien ne se passe, mais moi je pense qu'il se passe encore des choses, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce qu'ils ont toujours, quand ce n'est pas détruit encore, un cortex cortical avec l'area striata capable de recevoir des images, etc. Et donc, malgré leur moi absent, ils ont des actes de conscience. Donc le moi n'est pas nécessaire à l'acte de conscience. L'apologue de Lacan, c'est ça, hein, les hommes disparaissent. Et pourtant, il y a des actes de conscience qui se produisent avec des petites machines qu'on aurait construites avant et qui mettraient les images dans un frigo, et que les êtres humains que Dieu aurait bien voulu faire réapparaître retrouvent et regardent. Hein, voilà. Alors, cet apologue, si vous le lisez dans le bouquin, il est très difficile à comprendre. Hein, c'est plusieurs pages. Bon, là, je voulais ramasser peut-être un soupçon caricaturé, mais pas trop quand même. Pas trop, honnêtement. J'essaye d'être le plus honnête possible dans ce que je vous ai dit pour que vous compreniez ce que vous dit Lacan. Parce que là, c'est vraiment extraordinairement ésotérique ce qu'il raconte là, hein, quand même. Hein. C'est qu'un acte de conscience n'a pas besoin du moi pour exister. Je ne connais pas beaucoup de psychanalystes ou d'intellectuels qui osent de tels trucs. Hein. C'est une espèce de fulgurance là, quand même de la pensée, hein, que de dire cela. Mais en l'argumentant, hein, il ne fait pas que le balancer comme ça. Il l'argumente dans son apologue de manière extrêmement forte, puissante, détaillée, etc. Hein. Il ne dit pas que c'est une vérité, hein. Il ne dit pas que c'est une vérité. Il dit que c'est un chemin de pensée nécessaire, décentré, et ayez cette audace de vous décentrer régulièrement pour avancer. Sinon, vous allez faire sur place, quoi. Voilà. Voilà, donc quelle heure est-il là maintenant? Ah oui, il va falloir que je vous lise quand même quelques petits trucs. Alors oui, c'est ça. On a tendance, la conscience, on n'a pas tellement tendance à la voir comme ça. Hein, on n'a pas tellement tendance à la voir comme ça. Non. Hein, on a tendance à la voir comme quelque chose qui est, je disais bourgeois tout à l'heure, mais c'est même pire que ça. Lacan dit la conscience comme un roi. La conscience qui est au sommet de tout. Ce qu'on appelle la cognition. Hein. Actuellement, tout est réglé, tout est paramétré en fonction de la cognition, du cognitif. Hein. C'est une espèce de maladie actuelle de la psychiatrie que de dire oui, alors il y a un problème cognitif, etc. On va tester cet enfant pour savoir quel est son niveau de cognition, etc. Alors que si on parle un peu avec un enfant, quelque temps, si on y prend un peu de temps, avec quelques séances, on arrive à voir où il en est. Hein. On n'a pas forcément besoin des chiffres, hein. Ça ne avance pas à grand chose. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, ce serait outrancier. Il y a quelques fois où c'est utile, parfois. Mais il y a une espèce d'outrance dans les bilans, quand même, d'exagération qui n'est pas utile. Quand on a de l'expérience un peu, on voit en parlant avec un adulte ou un enfant où il en est de sa maîtrise intellectuelle, voilà, surtout. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, oui, alors, pour dire que
on n'a pas à mettre la conscience à la place du roi, si vous voulez, quoi, hein, à la place de le prince des princes, au-dessus de tout, c'est la conscience, etc. La conscience de Hartmann, voilà, c'est ça, au-dessus de tout, et tout part de là, tout ruisselle de là, si vous voulez, mais on n'a pas à réfléchir davantage. Et par rapport à ce petit apologue que je viens de tenter de vous expliquer de la manière la plus cohérente, la plus consistante que j'ai pu, hein, il dit ceci Lacan: je vous prie de considérer qu'il y a conscience chaque fois qu'est donnée une surface telle qu'elle puisse produire une image. C'est une définition matérialiste. Et voilà, hein, on revient au titre même du chapitre. Hein. Le titre du chapitre, c'est une définition matérialiste de ça, de la conscience. Hein. Eh bien, on y est là, on y est plein pot. Hein. Elle est matérialiste, puisque à la limite, elle n'a pas besoin du moi, elle n'a pas besoin du sujet. Elle peut se faire, l'acte de conscience peut se faire sans le sujet. Donc voilà, c'est une définition purement matérialiste. C'est le titre même du chapitre. Et après, il parle du lobe occipital, etc. Donc ça, je vais juste maintenant vous lire. Je vous avais dit que je vous lirais quand même brièvement, bien sûr, des morceaux, un petit morceau de la fameuse lettre où Freud, vous savez, je vous avais parlé de la théorie de la séduction. Hein. Vous vous souvenez de la théorie de la séduction que Freud avait adoptée dans les débuts de sa pratique, et qui consistait à penser que l'enfant était toujours traumatisé dans sa toute petite enfance, vivait un traumatisme sexuel, était agressé sexuellement, visuellement ou corporellement, hein, et que donc ce traumatisme était tellement insupportable que l'enfant n'avait pas d'autre ressource que de le refouler et de mettre à la place un autre souvenir qu'on appelle souvenir écran, qui venait cacher le souvenir, hein, insupportable, intolérable. Hein. Et donc en thérapie, Freud, il entendait toujours les souvenirs écrans, et il disait toujours à ses patientes, eh bien, il faudrait que vous vous souveniez de quelque chose d'autre. Certainement, faites un effort, vous allez voir, on va chercher. Bon, alors Lacan, Freud, il faisait des marches à rebours comme ça pour trouver, il y passait un temps fou. Des heures et des heures de séances, des dizaines, voire des centaines de séances pour faire ce travail, minute par minute. C'était quasiment chronométré chez Freud, c'était fou. Hein. Il y avait un côté obsessionnel là, chez lui, et en même temps un peu laborieux, mais qui aboutissait souvent quand même, hein, dans ce travail de réminiscence, hein, qu'il faisait. Donc, oui, tout ça pour dire que cette théorie de la séduction, eh bien, il l'a abandonnée à un moment donné, en 1897 exactement, hein, donc assez tardivement quand même, hein, assez tardivement, et il l'a abandonnée avec beaucoup de tristesse. Hein. Et donc, je vais vous lire la petite lettre, un petit bout de la petite lettre qu'il écrit à son copain Fliss, le chirurgien fou, je vous ai parlé tout à l'heure, et dont on a retrouvé la correspondance dans le sens Freud à Fliss, mais pas dans l'autre sens. Hein. Donc il écrit, il s'appelait Wilhelm, hein, Fliss, Wilhelm, chirurgien ORL fou. Cher Wilhelm, alors c'est daté du 21 septembre 1897 et c'est daté de Vienne. Cher Wilhelm, je suis rentré depuis hier matin, dispo, serein, mais appauvri, pour le moment inoccupé, et après m'être réinstallé, c'est à toi que j'écris en premier. Et maintenant, je vais tout de suite te confier le grand secret qui, au cours des derniers mois, s'est lentement fait jour en moi. Je ne crois plus en mes neurotica. Ces neurotica, c'est la théorie de la séduction. Hein, c'est la théorie de la séduction. Je ne crois plus en mes neurotica. Oui, on dit toujours que Freud n'était habité que de certitudes, etc., de choses définitives. Voilà, pas du tout. Vous voyez bien là, hein, c'est pas du tout ce qu'il y a. Je ne crois plus à mes neurotica. Cela n'est probablement pas compréhensible sans explication. Tu as d'ailleurs trouvé toi-même crédible ce que je pouvais te raconter. Je vais donc commencer historiquement et te lire d'où me sont venus les motifs de mon incroyance. Les déceptions continuelles. Les déceptions continuelles quand même. On est en 1997 et Freud, ça fait belle lurette qu'il soigne des gens. Hein, et qui disent ça. Michel Onfray disait qu'il était toujours, que Freud était toujours habité par des certitudes, etc., qu'il avait toujours dit qu'il avait guéri tout le monde. Mais c'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. Vous lisez ça, mais hein, je vais commencer historiquement et dire, souvenez les motifs de mon incroyance, des déceptions continuelles quand même. Vous voulez dire hein, ça? Ça veut dire, d'une certaine façon, j'ai tout raté, hein, jusqu'ici. Dans les tentatives pour mener une analyse à son véritable terme.
Donc ça veut dire, depuis le temps où il a commencé à exercer, c'est-à-dire bien des années avant, il a tout foiré. Hein. C'est ce qu'il dit textuellement quand même Freud, là. C'est étonnant quand même ça. Hein. Les déceptions continuelles dans les tentatives pour mener une analyse à son véritable tel. La fuite des personnes, les malades qui se barrent, il le dit Freud, hein. La fuite des personnes qui pendant un certain temps avaient été les mieux accrochés, c'est-à-dire que ceux qu'il avait réussi à persuader de rester le mieux, se barraient, il le dit. Donc quand même c'est un peu émouvant et ça nous rapproche un peu de ce personnage qui n'était pas imbu et plein de certitudes. L'absence des succès complets sur lesquels j'avais compté. Les succès complets, il n'en avait pas eu, pas un seul. Il en était absolument convaincu, hein, et triste, et très et dépressif. Dans cette lettre, il est profondément déprimé. Profondément déprimé. Il est presque un peu mélancolique même. Hein. Voilà le premier groupe. Ensuite, la surprise de voir que dans l'ensemble des cas, il fallait incriminer le père comme pervers sans exclure le mien. Voilà, je m'arrêterai là. C'est-à-dire que, comme pervers, c'est-à-dire qu'il voulait dire par là que c'était l'arrivée du problème édipien, si vous voulez, du complexe d'Édipe. Il disait que son père n'avait pas été exempt de séduction aussi dans cette histoire édipienne vis-à-vis de lui. Hein. Et que donc lui-même, Freud avait été pris dans ce phénomène édipien et que c'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu le bâtir à partir de la mythologie grecque, c'est-à-dire de l'histoire d'Édipe, l'Édipe roi, l'Édipe Apollode, etc. Mais à partir de sa propre histoire, à lui, Freud, dont il a fait un phénomène universel, considéré comme universel, ce qui n'est pas reconnu par tout le monde, mais quand même. Hein. Personnellement, je vous donne aussi mon avis de praticien. Je ne suis pas le seul ici, j'ai quelques confrères qui sont là, qui ont peut-être un avis différent, mais moi j'ai quand même constaté que de maîtriser, si vous voulez, la période édipienne chez l'enfant, parce que c'est pas si simple que ça, hein, eh bien, ça aide énormément à comprendre un enfant. Hein. Ça aide énormément à comprendre un enfant. Dans ce chapitre, Lacan parle des enfants qui voudraient avoir d'autres parents. C'est très courant, vous avez déjà vu ça dans votre vie certainement. Hein. Des enfants qui disent, mais moi, mon papa et maman, je les aime pas, je voudrais avoir les papas et les mamans de mon copain ou de ma copine. Hein. Je voudrais que ce soit eux. Eh bien ça, c'est la résultante. Si on a travaillé un petit peu les types, on le sait, il y a une déception parce que l'enfant va vers l'un puis vers l'autre et puis il est un peu rejeté. Parce que l'un et l'autre, c'est-à-dire mari et femme, père et mère, vont dire à l'enfant, bah, tu sais, nous ne sommes pas ton mari, je ne suis pas ta femme, voilà, je suis ton papa, je suis ta maman, et donc je ne vais pas sortir avec toi, je ne ferai pas d'enfant avec toi, mon enfant. Je ne ferai pas d'enfant avec toi. Donc il peut y avoir un dépit, une déception, une désillusion chez l'enfant, et qui du coup va renverser la chose en disant, mais je ne veux pas de ces parents-là, j'en veux d'autres, qui sont bien mieux, ceux de mes copains ou de mes copines. Voilà, hein, alors, vous voyez, ça c'est de la technique très simple à la limite, mais il faut l'avoir. Si on ne l'a pas, on ne peut pas soigner. On ne peut pas soigner parce qu'on ne comprend pas. Si un enfant dit ça, ben on dit, oh ben c'est marrant ce que tu nous racontes là. Tu voudrais d'autres parents, ben il faut va les acheter dans un magasin à parents. Voilà, on pourrait répondre des conneries comme ça, quoi. Donc voilà, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut lui dire, ouais, je comprends ce qui t'est arrivé. Puis on fait à rebours l'histoire de son désir, comme disait François Dolto. Hein. Parce que quand on disait à François Dolto, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse, elle disait, la psychanalyse, c'est refaire l'histoire de son désir. Pourquoi hein, c'est refaire le chemin de l'histoire de son désir. Alors, je vais vous lire un tout petit bout de lettre pour terminer, parce qu'il est bientôt l'heure. Un tout petit bout de lettre sur le fait que Freud voulait absolument récupérer les lettres, parce que ces lettres le gênaient quand même, après tout, il ne voulait pas qu'elles soient publiées, etc., parce qu'elles étaient quand même un peu embarrassantes, quoi, hein, tous ces aveux-là, généreux en même temps, c'est des aveux généreux, mais ça l'embarrassait. Donc, il écrit à Marie Bonaparte, qui a beaucoup d'argent. Donc Marie Bonaparte, je vous l'ai dit, hein, c'est l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, qui avait épousé le roi de Grèce, etc., qui avait d'autant plus d'argent que le roi de Grèce ne s'occupait que des petits garçons, et que donc elle avait tout l'argent, et donc elle pouvait arroser tous ses amis, et donc Freud, d'argent pour les aider. Ce qu'elle a fait d'ailleurs de manière très généreuse, il faut le reconnaître, hein, extrêmement généreuse et éclairée. Elle n'a pas fait ça comme ça, n'importe comment. Et donc, elle a émis l'idée de racheter les lettres de Freud à Fliss, Marie Bonaparte. Ce qui évidemment a épouvanté Freud, parce que Freud s'est dit, mais si elle les rachète, moi je ne les ai pas.
Et puis je ne vais pas pouvoir les détruire. Donc elles vont aller se balader partout. On va lire tout ce que j'ai pu faire comme conneries, etc. Ça m'ennuie quand même, ça me peine. Alors il écrit à Marie Bonaparte, il écrit « Ma chère Marie, l'affaire de la correspondance avec Fils m'a bouleversé après sa mort. Sa veuve a réclamé que je lui retourne les lettres qu'il m'avait envoyées. J'ai donné mon accord sans condition, mais je n'ai pas pu les retrouver. J'ignore toujours si je les ai détruites ou si je les ai simplement ingénieusement cachées. En fait, il les avait détruites. Notre correspondance fut la plus intime que vous puissiez imaginer. Il aurait été des plus pénibles qu'elle soit tombée entre des mains étrangères. C'est donc extrêmement obligeant de votre part de les avoir récupérées et soustraites à tous les dangers. Je suis seulement désolé de la dépense que vous avez faite. Puis-je vous proposer de participer pour la moitié du montant ?» Drôle de proposition de Freud à Marie Bonaparte. Je n'aurais d'ailleurs pas manqué de me porter moi-même à cœur des lettres si cet homme s'était directement adressé à moi. Je n'aimerais pas que la soi-disant postérité puisse avoir connaissance de quoi que ce soit dans ces lettres. Vous voyez, il n'y tient pas, c'est clair et net. Hein. Alors, évidemment, Marie Bonaparte lui répond de manière très entourloupante. Hein. Vous allez voir ce qu'elle lui répond elle lui passe une pommade énorme pour que il renonce à ça. De toute façon, il ne pouvait pas les racheter, Freud. Parce que quand il dit « je vous donnerai bien la moitié », il ne les avait pas. C'était une somme considérable. Il n'avait pas l'argent, Freud. Il n'était pas riche, Freud, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'était pas riche du tout. Donc il avait l'argent de Marie Bonaparte, c'est tout ce qu'il avait. Hein. Sa maison en Angleterre, dont je vous ai déjà parlé, c'était acheté par Marie Bonaparte. C'était pas à lui. Hein. Si, elle lui avait donné. Ça appartenait après à Freud. Maintenant, c'est un musée. Enfin, peu importe. Donc, alors, Marie Bonaparte répond à Freud et elle parle d'un éditeur à qui elle a donné les lettres. Je crois qu'elle ne les a même pas vendues, elle les a donné les lettres. Donc, pour Freud, c'est terminé. Alors, évidemment, elle dit « Monsieur Stahl vient juste de passer et il m'a mis la première partie des papiers de Fliss, autrement dit les lettres de Freud. Quoi, hein. Le reste des lettres proprement dites qui comprennent entre 200 et 250 pièces est encore en Allemagne, d'où Stahl va me demander à quelqu'un de l'apporter en France dans quelques semaines. Les lettres et manuscrits m'ont été proposés à la condition que je ne les vendrais pas, directement ou indirectement, à la famille Freud. Mais déjà, c'est râpé, hein. Car on craignait une destruction de ce matériel important pour l'histoire de la psychanalyse. Il n'y aurait pas vraiment de raison pour moi de discuter de cette affaire avec vous. Mais vous ne serez pas étonné, connaissant mes idées et mes sentiments là-dessus, que je ne puisse imaginer personnellement, sans une véritable répugnance, la destruction de vos lettres et manuscrits. Alors c'est là qu'elle passe la brosse à reluire un maximum à Freud, hein, pour lui faire avaler la couleuvre de ne pas avoir ses lettres. Elle lui dit « Vous-même n'avez peut-être pas le sentiment de toute votre grandeur. Vous appartenez à l'histoire de la pensée humaine, comme Platon, disons, ou Goethe. Qu'aurions-nous perdu, nous, la pauvre postérité, si les conversations de Goethe avec Eckermann avaient été détruites ou les dialogues de Platon, ces derniers par piété pour la personne de Socrate, disons pour que la postérité n'appartienne pas que Socrate s'était adonné à la pédérastie avec Phèdre ou Alcibiade. Dans vos lettres, il ne se peut absolument pas s'agir de quelque chose de cette sorte. Vous voyez, elle lui dit que vous êtes un génie magnifique, etc. Vos lettres, on ne peut absolument pas les perdre. Il faut les conserver. Si je vous les donne, vous allez les détruire. Donc vous êtes un être si merveilleux, mon cher Freud, que vos lettres sont un bien extraordinairement précieux, un talisman, un trésor, un objet petit A. Il faut les garder à tout prix, quoi. Hein. Et je les garde, dit-elle, Marie Bonaparte. Et Freud, Tintin. Hein. Voilà. Donc vous voyez que et après il y a une suite de lettres comme ça où ça devient orageux entre lui et puis Marie Bonaparte. Enfin, bon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La prochaine fois, je vous lirai un petit cas très amusant de Freud. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu par ce mauvais temps, par ce temps de Covid, etc. Je sais que c'est pas simple. Ça fait qu'il y a l'audience n'est pas très fournie, mais c'est comme ça. J'ai toujours pris le parti de faire le séminaire, même s'il n'y avait pas beaucoup de gens. Hein. C'est toujours comme ça. Voilà, merci beaucoup.